Bonjour et bienvenue dans cette vidéo bonus que j'ai voulu ajouter pour terminer la série Front et Backend. Alors, nous voici de retour dans notre interface qui, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, fonctionne très bien. Mais on n'a mis aucune vérification ni de validation avant l'enregistrement en base de données. Ce qui veut dire que si j'appuie maintenant, accidentellement ou pas, sur le bouton ici « Ajouter », sans avoir entré quoi que ce soit dans les différents champs du formulaire, voilà, donc j'ai ici une ligne vide qui vient s'ajouter et c'est pas très joli et encore moins intéressant, ça risque aussi d'encombrer rapidement la BDD. Autre chose, je vais vouloir effacer cette ligne, donc je clique dessus. On voit que le bouton ici corbeille vient de s'activer et donc quand je clique, cette ligne s'efface sans problème. Alors imaginez maintenant que je clique sur un nom au hasard et puis que je clique sur le bouton supprimer, volontairement ou non. Si c'est volontaire, très bien, ce sera effacé. Par contre, dans le cas contraire, je vais être très embêté pour pouvoir récupérer les informations de l'utilisateur. Ok, on va voir comment mettre en place ces deux vérifications assez facilement côté front-end. On verra après côté back-end qui sera également important de faire une dernière vérification avant la validation et l'enregistrement dans la BDD. Mais ça, on y reviendra après. De retour dans Visual Studio, on va aller dans le composant CRUD formulaire. Donc, c'est dans Client App, SRC, Composants. Et ici, on a tous nos composants qu'on a réalisés. Donc, on va cliquer sur CRUD formulaire. Ok, on va s'occuper dans un premier temps de demander la confirmation avant d'effacer un utilisateur. Donc pour ça, on va aller dans le bouton effacer. Donc ici, dès qu'on clique sur le bouton effacer, on envoie la props delete user avec les informations de l'utilisateur à effacer. Et puis on remet à jour, donc avec pencil click, donc le formulaire, ainsi que le nom ajouté dans le bouton, etc. Donc, avant de faire ça, on va s'assurer de demander la confirmation à l'utilisateur. Et comme on est dans React et que c'est du JS, on va simplement créer une const réponse avec une boîte de dialogue confirme. Et alors, on va demander êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet utilisateur? Donc, on va avoir la confirmation dans réponse. Donc, si réponse vaut true, alors à ce moment-là, on exécutera ceci. Sinon, on ressortira simplement de notre fonction. Donc, pour ça, c'est OK. Ensuite, on va descendre un peu plus bas au niveau du formulaire, donc des différents inputs. Et on va ajouter un paramètre à nos refs, register, qui sera, voilà, et require true. Simplement, on va faire ça à tous nos champs, à part que ici, il manque la parenthèse. Sauf au champ téléphone, parce que ce ne sera pas obligatoire de pouvoir le rentrer. On enregistre, on relance l'interface. Et maintenant, si j'essaye de cliquer sur le bouton « Ajouter », rien ne se passe, donc je n'ai pas eu de nouvelle insertion dans ma base de données. Maintenant, l'erreur n'est pas très explicite, hormis qu'on a le focus sur le premier champ du formulaire qui indique « Tiens, il manque quelque chose, on n'a rien d'autre ». Donc, ce serait bien d'ajouter un message d'erreur pour indiquer le pourquoi à l'utilisateur. On retourne dans Visual Studio et à la place de true, on va indiquer le message d'erreur. Donc ici, on va faire vous devez entrer un nom. On va faire pareil pour les autres. Alors ici, ce sera un nom d'utilisateur.
Et ici, ce sera vous devez indiquer une adresse email. Alors, ce message d'erreur, on va devoir l'afficher. On va devoir également activer en quelque sorte la gestion des erreurs en ajoutant la propriété errors à notre use form. Donc pour ça, on va monter tout au-dessus où on avait justement mis notre use form, ici tout au-dessus, et on va ajouter après reset errors au pluriel. Voilà. On va l'utiliser. Donc on va déjà séparer pour que ce soit un petit peu plus clair. Ok. Et alors après l'input, on va mettre cette ligne. Donc cette ligne va vérifier s'il y a une erreur au champ name. Et si oui, afficher un span avec le message d'erreur qu'on accède grâce à la propriété error. Donc error au pluriel, suivi du nom du champ et suivi de message. Alors ici, j'ai mis une classe name error. On va s'en occuper directement dans le CSS juste après. On va juste compléter tout ça. À part qu'ici, ben, c'est pas name, mais c'est username et username. Et ici, c'est email. Email. Ok, j'enregistre. On va vite s'occuper du CSS directement. Et alors, en dessous, on va juste ajouter voilà, donc ici, à chaque label, on va faire une marche pour laisser un petit peu d'espace, pour laisser place justement au message d'erreur. Et dans la classe error, ben, on va juste mettre la couleur en rouge, une police un peu plus petite, et on va faire une marche pour essayer de rapprocher le champ, le message d'erreur. On enregistre, on retourne dans le formulaire. Et on va encore ajouter une autre petite vérification dont on n'a pas parlé. On va également ajouter une vérification sur l'email afin de détecter que ce soit un email valide. Car pour l'instant, tant que l'utilisateur entre quelque chose dans le champ de l'email, c'est bon. Donc pour ça, on va ajouter la propriété pattern en plus de require. Donc juste après require, on va faire une virgule et on va mettre pattern, deux points. Et là, on va lui passer un objet contenant deux propriétés, la propriété value, qui sera une regex, donc une expression régulière, ainsi qu'un message qui sera notre message d'erreur. Donc comme message d'erreur, on va mettre cet email n'est pas valide. Et la regex, on va la créer directement. Donc, on commence. Donc au début, il nous faut des caractères de A à Z, donc tout l'alphabet, soit de 0 à 9. On va ajouter également le point, l'underscore et le tiret. Après, il nous faudra le caractère arrobase, obligatoire, suivi, encore une fois, de tout l'alphabet, de A à Z en minuscule, soit des chiffres de 0 à 9. On va pouvoir également accepter les points, les underscores et le tiret, comme de l'autre côté, ça c'est pareil. Après, on va devoir avoir un point, et après ce point, on va avoir uniquement des caractères de A à Z, donc l'alphabet, de 2 à 6 caractères. Donc par exemple, si c'est un .be, .fr, là c'est 2 caractères, .com c'est 3, .info c'est un peu plus, donc je pense que ça ne dépasse pas les 6 caractères, donc c'est bon. Et là, c'est la fin de la regex. Ok, on enregistre, et on voit ce que ça donne. On va déjà vérifier pour la confirmation pour effacer un nom. On n'a pas encore testé avant, donc je vais essayer d'effacer donc mon nom. Et là,
voilà, j'ai bien le message d'avertissement. Êtes-vous sûr de vouloir effacer cet utilisateur? Donc, si je clique OK, là, je confirme mon choix. Ou alors, je peux faire effacer. Et si je fais effacer, je vois que mon nom est bien resté et que on n'a pas effacé et que le formulaire ne s'est pas remis à jour. Donc là, jusque-là, c'est nickel. Maintenant, si j'essaye d'entrer un nouveau utilisateur sans rentrer quoi que ce soit dans le formulaire, voilà, donc déjà ça ne s'est pas mis, et là j'ai bien mes messages d'erreur, donc vous devez entrer un nom, vous devez entrer un nom d'utilisateur, et vous devez indiquer une adresse email. Donc je vais rentrer un nom d'utilisateur, donc je vais faire test, comme test est déjà là à la ligne du 15, je vais mettre test 2, nom d'utilisateur, test, voilà. Alors, je vois ici cet email n'est pas valide sur le nom d'utilisateur. Donc je pense que je me suis trompé dans le code. On va tout de suite y retourner. Donc effectivement, on voit ici que j'ai mis le pattern sur le nom d'utilisateur et pas sur l'adresse email. Donc, mea culpa, autant pour moi. Donc, je vais copier ça. Je vais le couper plutôt. Et je vais le remettre après l'email. Alors ici, naturellement, j'ai ceci en trop. Et là, j'en ai un trop peu. Voilà, j'enregistre et je relance. Ok, donc je relance le test. Je vais faire ajouter sans rien rentrer. Donc j'ai mes messages d'erreur. Je vais rentrer le nom, donc test 2. Je vais entrer un nom d'utilisateur. Je vais marquer test. Jusque-là, c'est bon, je n'ai plus d'erreur. Ici, on va essayer d'entrer un email. Donc je vais faire test. Donc cet email n'est pas valide. Pourquoi? Parce que je n'ai pas un arrobase. Donc il faut que je mette un arrobase quelque chose. On va faire vous. Et alors il faut le point. Et il faut entre 2 et 6 caractères. Donc on va faire BE. Et là c'est OK. Le téléphone, il n'y a pas de souci. Je peux en mettre un ou je peux ne pas le mettre. Et là, maintenant, je peux faire ajouter. Avant de faire ajouter, je voudrais vous montrer quelque chose. Si j'enlève le nom et le nom d'utilisateur, mais qu'à la place de rentrer un nom et un nom d'utilisateur, je fais simplement un espace. Ça fonctionne et je n'ai pas d'erreur. Donc, si je tombe sur un utilisateur qui est mal intentionné et décide d'insérer juste un espace comme nom et nom d'utilisateur, ça fonctionne car l'espace est considéré comme un caractère. Alors, je ne vais pas l'ajouter. On va retourner dans le code. Et c'est là qu'on va réaliser une dernière vérification, mais cette fois côté back-end, pour contrer ce problème. On va retourner dans le contrôleur, c'est là que tout se passe. Alors ici, on va vouloir mettre une validation uniquement sur le post et le put. Donc en fait, quand on va vouloir insérer un nouvel utilisateur ou le modifier, pour s'assurer que le nom et le nom d'utilisateur sont corrects. Alors, on aurait tendance à aller voir du côté put, on va le faire après. On va d'abord s'occuper du côté post. Et donc ici, on a post et qu'est-ce qu'on a? On a une action du contrôleur et avec les données ici user. Donc rappelez-vous, le user c'est le modèle qui a été automatiquement créé par Entity Framework. Et il nous a recréé la classe correspondant à notre base de données. Donc avec l'ID, le name, le username, email, phone. Donc là, c'est ce qu'on récupère du côté front. Ici, context user add, ça va ajouter l'utilisateur dans le contexte. Et ici, on va faire un save change. Donc là, on va sauvegarder dans la base de données tout le contexte. Donc avant de faire ça, on aurait tendance à vouloir faire la validation et à vérifier pour voir si tout est correct. Comment est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un if. Et alors, là, ce serait de reprendre le users, point. Et là, on a le name, par exemple, pour voir s'il est vide ou pas. Et alors, en C#, on a une méthode pour ça, donc c'est le string point is voilà nul ou white space. Donc ça veut dire si la string est nulle, donc il n'y a rien dedans ou qu'il y a des espaces vides, alors là ce sera égal à true. Donc on va faire ça pour le nom
Et alors, après, on pourrait faire un ou et faire pareil. Donc, string.is nul sur alors le user. Et là, c'est le username. Ok. Donc, si je fais ça, là, je pourrais par exemple envoyer une erreur en renvoyant donc un return bad request. Et je pourrais même mettre dans bad request une chaîne de caractères avec le problème. Donc, par exemple, je pourrais même mettre formulaire non valide. Ok. Et alors là, juste après, on peut faire un else. Et dans le else, on mettrait tout ceci pour dire que si c'est ok, on fera ça. Non, on va pas faire ça comme ça. Et je vais vous montrer un autre moyen beaucoup plus simple encore de faire cela. Donc je vais enlever tout ça. Donc, je vais réenregistrer. Donc là, j'ai fait aucun changement. Et je vais vous montrer une méthode simple. Et c'est ça que j'adore dans l'ASP.NET, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont là pour simplifier la vie du développeur. Donc on va retourner dans le modèle cette fois-ci. Dans le modèle, on a le user, donc ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on va ajouter des attributs, simplement. Donc, l'ID, on s'en préoccupe pas. Pour le name, on va mettre un attribut require. Alors, il va pas le trouver. Non, voilà. On va faire un clic droit, action, et on va mettre le using system component model data annotation. Ok, on va copier ceci et on va l'ajouter également sur le username et sur l'adresse email. Voilà. Et sur l'adresse email, on avait mis aussi une validation pour regarder si l'email était correct, était valide. On peut le faire également ici côté back. Je vous montre. C'est un autre attribut qui s'appelle email adresse. On enregistre. Alors ce qui est bien aussi côté backend, c'est que le required ici, le require, je ne sais pas comment on dit, certes, vérifie également les espaces. Donc c'est ce qu'on cherche. On va relancer le serveur. Voilà, de retour sur notre interface, on va recréer la même chose. Donc on va faire un formulaire vide. Ici, on va juste mettre test. Voilà, donc là on a mis seulement un espace pour ne plus avoir l'erreur du front-end. Ici on met un email et puis on va faire ajouter. Et là, rien ne se passe. Et quand on refait F12, on voit qu'on a bien une erreur, donc file avec un code statut 400. Pour avoir un message un peu plus compréhensif, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est retourner dans le code. Du côté de Axios.js, ici on est dans le post. Donc ce qu'on pourrait faire en fait, c'est gérer les erreurs du post. Donc ici on a then et on peut faire un catch. Donc là, c'est justement en cas d'erreur. On va mettre response. Voilà. Et là, on va faire un console log de réponse. Comme ceci. En fait, c'est mieux de faire ça parce que dans certains navigateurs, ici on a eu de la chance, mais on aurait pu avoir un plantage et donc avoir une grosse page d'erreurs se marquer sur le navigateur. Donc il faut toujours mieux gérer les erreurs. Donc là, on va faire enregistrer et vous allez voir que c'est beaucoup plus clair aussi. Donc on va retourner dans l'interface et je vais refaire mon petit test. Donc un espace, on va faire un test et on fait ajouter. Et là, si je fais F12, voilà, c'est beaucoup plus clair. Donc on a un objet data sans rien. On pourrait mettre un message aussi. Statut 400, bat request, statut texte, bat request. Voilà. Alors si on voulait avoir un message aussi un peu plus explicite pour l'utilisateur, ce serait également au niveau de Axios faire une boîte de dialogue qui s'afficherait par exemple sur l'écran. Voilà, alors on va refaire maintenant un autre test, mais là on va le valider. Donc là on va mettre test 2, on va mettre test, on va mettre la même chose, 1, 2, 3 pour test. On va pas mettre de téléphone, c'est pas obligatoire. Et là si je fais ajouter,
on voit que voilà, j'ai une entrée ici 21, test 2, test 1, 2, 3, test. Et si je retourne avec mon F12, là je vois que ce n'est plus un BAT request statut 400, mais bien un statut 201 avec le statut créé. Donc tout fonctionne correctement. Et si je veux effacer ceci, j'ai bien mon message, êtes-vous sûr de vouloir effacer cet utilisateur? Et ici je vais mettre OK. Et là je vais bien effacer mon utilisateur. Voilà, ceci termine cette série, j'espère que vous avez apprécié et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.